Je m'appelle Camille Bernard. J'ai 32 ans et il y a 3 mois encore, j'étais le genre de femme que les magazines économiques aiment appeler une autodidacte. J'avais bâti mon entreprise à partir d'une simple table pliante dans mon garage pour en faire une marque pesant plusieurs millions d'euros que tout Paris respectait. J'avais un magnifique appartement dans le 16e arrondissement, une fille qui pensait que je pouvais tout réparer, et juste assez de fierté pour croire que si je travaillais plus dur que tout le monde, la vie finirait par être juste. J'avais tort. La nuit où ma mère m'a rayée de sa vie, j'étais assise sur le siège avant de mon SUV avec ma fille endormie à l'arrière, enveloppée dans 2 fines couvertures et brûlante de fièvre. Mon téléphone s'est éclairé avec un message si froid que toute la voiture m'a semblé plus petite. Elle m'a dit que je n'étais plus sa fille. Au lever du soleil, mes comptes étaient bloqués. Mon entreprise s'effondrait sous des accusations que je savais fabriquer de toutes pièces. Et ce même nom de famille qui ouvrait autrefois toutes les portes servait soudain à les claquer une à une devant moi. Je ne cessais de me dire que j'avais touché le fond. Puis la clinique privée a refusé d'admettre mon enfant malade parce que ma carte bancaire avait été déclinée. Ensuite, la pluie a commencé à frapper le pare-brise si fort que je pouvais à peine m'entendre réfléchir. C'est alors qu'une Rolls-Royce noire s'est garée à côté de ma voiture et qu'une inconnue en est sortie comme si elle avait été envoyée d'un monde qui ne m'appartenait plus. Elle m'a dit qu'un milliardaire mourant avait passé des années à chercher la femme qui lui avait sauvé la vie. Et d'une manière ou d'une autre, cette femme, c'était moi. Je pensais qu'elle se trompait de voiture, de nuit, de femme brisée. Je n'avais aucune idée qu'avant que les gens qui m'avaient effacé ne me revoient, toute ma famille resterait pétrifiée à l'instant même où je remettrais les pieds dans leur monde. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après que cette Rolls-Royce s'est arrêtée à ma fenêtre, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez cette vidéo. Parce que j'ai le sentiment que cette histoire va voyager bien plus loin que je ne l'ai jamais fait. Pendant 6 semaines, je me suis répété que cet effondrement devait être un malentendu. Mon entreprise, Écologie, ne s'est pas effondrée parce que les clients ne l'aimaient plus. Elle est tombée parce que quelqu'un avait plongé la main dans son système sanguin pour sectionner les artères une par une. D'abord, une grande chaîne de distribution régionale a suspendu notre lancement après avoir reçu des documents anonymes affirmant que notre ligne de rangement en bambou provenait d'usines non certifiées à l'étranger. Ensuite, notre prestataire de paiement a gelé presque chaque euro de nos ventes en ligne pendant qu'ils examinaient une vague de contestations de paiement suspectes arrivée en 48 heures. Puis le propriétaire de notre entrepôt a changé les serrures après que la banque a dénoncé notre ligne de crédit. C'était trop coordonné pour être le fruit du hasard, trop propre pour être de la malchance. J'avais construit Écologie avec une table pliante, 2 étagères empruntées et la conviction que des produits ordinaires pouvaient être mieux fabriqués sans mentir aux gens. Nous vendions des savons rechargeables, des ustensiles de cuisine durables, du linge de lit biologique, des choses simples mais honnêtes. Cette honnêteté était la partie dont j'étais la plus fière. C'était aussi, je l'ai appris trop tard, ce qui me rendait dangereuse pour les mauvaises personnes. Une semaine avant que tout n'implose, j'ai trouvé une trace de facture qui n'avait aucun sens. L'un de nos plus gros fournisseurs de matières premières avait un contrat parallèle avec une association écran discrètement liée à la fondation de ma famille. Quand j'ai demandé des comptes, les réunions ont été annulées. Les gens ont cessé de répondre à mes appels. Puis ma sœur aînée, Bérénice, a proposé son aide. Elle a dit qu'elle pouvait parler aux bonnes personnes, calmer les donateurs, apaiser les rumeurs qui circulaient. Je l'ai cru parce que, pendant la majeure partie de ma vie, j'avais plus envie de croire au meilleur de ma famille que de connaître la vérité. 2 jours plus tard, l'un de mes plus gros clients m'a transféré un courriel privé qu'il avait reçu de Bérénice. Elle les avertissait que faire affaire avec Écologie pourrait les exposer à une atteinte à leur réputation et à une fraude sur la chaîne d'approvisionnement. Elle avait signé en tant que conseillère soucieuse de protéger le nom Bernard. Je me souviens avoir fixé l'écran et senti quelque chose en moi devenir physiquement froid. Quand je l'ai affrontée, elle n'a même pas nié. Elle a dit que j'étais devenue imprudente, têtue, embarrassante. Elle a dit que je traînais la famille dans un scandale auquel j'étais trop naïve pour survivre. J'ai conduit directement jusqu'à la maison de ma mère à Neuilly ce soir-là, pas pour me battre, ni même pour mendier de l'argent.
Je voulais juste qu'une personne de ma famille dise que cela était allé trop loin. Elle m'a fait attendre dans son salon pendant 20 minutes, puis est entrée, habillée pour un dîner, comme si j'étais un inconvénient entre deux plats. Je lui ai dit que Bérénice sapait mon entreprise. Je lui ai dit que les accusations contre écologie étaient fabriquées. Je lui ai dit que Chloé et moi allions tout perdre si personne n'arrêtait cela. Ma mère a écouté avec ce genre de visage que les femmes riches perfectionnent au fil des années de déjeuners de charité et de mépris silencieux. Puis elle a dit, « Camille, quand une maison prend feu, on ne discute pas avec la fumée. On s'en éloigne avant qu'elle ne vous tâche. » Je lui ai demandé si elle allait vraiment rester là sans rien faire et laisser ses filles s'entre-détruire. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit, « Non Camille, une de mes filles protège cette famille. » L'autre a choisi de se rendre jetable. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais jamais été à l'extérieur du problème. J'étais en plein milieu. À la fin de cette semaine-là, mon bail pour l'appartement était résilié. Mes comptes professionnels étaient gelés. Mes investisseurs s'étaient volatilisés. Et ma mère a publié un petit communiqué léché via la fondation familiale, affirmant que la famille Bernard n'avait aucun lien avec mes décisions commerciales et ne ferait aucun autre commentaire. J'ai vendu ma table de salle à manger, puis mon appareil photo, puis 2 bracelets que ma grand-mère m'avait laissés. Chloé pensait que nous réduisions notre train de vie pour vivre une aventure. Elle avait 7 ans, elle était vive et douce avec ce genre de confiance qui vous donne envie de devenir une meilleure personne juste pour en être digne. Je nous ai d'abord installés dans un motel bon marché. Quand l'argent est venu à manquer, j'ai rabattu les sièges arrière de mon SUV et je lui ai dit que nous faisions du camping en ville. Pendant la journée, nous nous cachions à la bibliothèque publique d'information au centre Pompidou, où elle lisait des livres d'images et dessinait des maisons avec des jardinières fleuries pendant que je postulais pour des emplois qui ne me rappelaient jamais. La nuit, nous nous garions dans le coin d'un parking de centre commercial et partagions des sandwichs au beurre de cacahuètes sous la faible lumière du plafonnier. Chloé appelait le SUV notre vaisseau spatial. Je l'appelais temporaire parce que je ne pouvais pas me résoudre à l'appeler ma maison. Le dernier jour avant que tout ne change, j'ai compté l'argent dans mon portefeuille 3 fois. 27 €. C'était tout ce qu'il me restait. Chloé toussait déjà, une petite toux rauque qui semblait trop lourde pour son petit corps. Elle essayait de sourire malgré tout et disait qu'elle allait bien. Les enfants mentent comme ça quand ils vous aiment. Cette nuit-là, quand j'ai touché son front et senti la chaleur irradier de sa peau, j'ai réalisé que j'étais à bout de temps. La tempête a frappé fort sur la ville, une de ces nuits froides de Paris où la pluie ne tombe pas tant qu'elle n'attaque. Chloé était recroquevillée à l'arrière du SUV avec son lapin en peluche sous le menton, frissonnant même si sa peau brûlait. Sa respiration avait changé. Elle était courte et rapide avec un petit sifflement humide à la fin qui a fait monter en moi une panique si forte que j'avais l'impression d'étouffer. J'ai démarré la voiture et me suis dirigée vers le service des urgences le plus proche. J'ai brûlé des feux que j'aurais respectés n'importe quelle autre nuit. Je n'ai cessé de lui parler à travers le rétroviseur pendant tout le trajet. Reste avec moi, ma puce. On y est presque. Maman s'occupe de toi. J'ai dû le dire 50 fois. Peut-être parce que j'avais besoin que l'une de nous deux y croie. Les urgences étaient lumineuses, bondées et cruelles de la manière dont les endroits épuisés le deviennent. Une infirmière de tri a jeté un seul regard sur Chloé et a demandé une chambre. Pendant 10 magnifiques secondes, j'ai cru que nous étions sauvés. Un interne a écouté ses poumons, a commandé de l'oxygène, a prononcé le mot pneumonie et m'a dit qu'il devait l'hospitaliser. Puis on m'a envoyé au bureau des admissions. La femme derrière la vitre m'a demandé ma mutuelle. J'ai dit que je n'avais plus de couverture active. Elle m'a demandé un acompte. Je lui ai donné ma carte bancaire. La machine a bipé une fois, puis une seconde fois. Refusé. Elle a essayé une deuxième fois avec la même expression prudente et détachée que les gens utilisent quand ils ne veulent pas que votre malheur les éclabousse. Refusé. Je lui ai dit que ma fille avait 7 ans et qu'elle avait du mal à respirer. Je lui ai dit qu'ils avaient déjà dit qu'elle devait rester. La femme a baissé la voix et a fait glisser un devis papier sous la vitre comme si elle me faisait une faveur.
Je ne me souviens pas du montant exact parce qu'après 4 chiffres, mon cerveau a cessé de considérer cela comme de l'argent et a commencé à le voir comme un mur. Ils ont proposé de rédiger des ordonnances et de la laisser sortir. La laisser sortir au milieu d'une tempête. En pleine fièvre, pour la remettre sur le siège avant d'une voiture qui sentait les couvertures humides et la peur. Je suis retournée dans la chambre comme dans une sorte de transe. Une infirmière aux yeux fatigués a retiré le capteur d'oxygène du doigt de Chloé et a murmuré qu'elle était désolée. Désolée est le mot le plus solitaire au monde quand on est pauvre et que son enfant est malade. J'ai porté Chloé pour repasser les portes automatiques, la pluie cinglant mon visage, et je l'ai rallongée dans le SUV. Je lui ai donné le reste du sirop antipyrétique que j'avais acheté dans une supérette et je me suis assise au volant, serrant le cercle si fort que mes paumes me faisaient mal. Je n'ai pas pleuré avec élégance. Je me suis effondrée. J'ai posé mon front sur le volant et j'ai supplié l'univers de ne pas me prendre ma fille parce que je n'avais plus rien à échanger. Je pense que je venais de décider que j'allais conduire jusqu'à la maison de ma mère et faire un scandale sur sa pelouse quand des phares ont percé la pluie à côté de moi. Une longue Rolls-Royce noire s'est garée sur la place vide à côté de mon SUV, si étincelante qu'elle semblait irréelle sous les lumières de l'hôpital. Au début, j'ai cru que la sécurité avait enfin décidé que j'avais l'air trop pathétique pour qu'on me laisse tranquille. Puis la portière arrière s'est ouverte et une femme est sortie dans un manteau sombre qui coûtait probablement plus cher que mon premier loyer. Elle s'est approchée de ma vitre et a frappé une fois. Pas d'une manière agressive, ni timide, mais certaine. J'ai baissé la vitre de quelques centimètres. La pluie s'est engouffrée. Elle s'est penchée et a dit « Mademoiselle Camille Bernard ». Je l'ai fixée. Elle avait la cinquantaine, élégante d'une manière sévère, avec des cheveux argentés soigneusement attachés et des yeux qui semblaient avoir vu toutes les catastrophes possibles et qui n'avaient pas peur facilement. Elle a dit « Mon nom est Marguerite Lefebvre. Je représente Monsieur Théodore de Montfort. Il essaie de vous retrouver depuis 10 ans. » Je pensais sincèrement que j'hallucinais à cause de l'épuisement. Je lui ai dit qu'elle se trompait de personne. Elle a dit, il y a 10 ans sur le pont de Neuilly, une berline a traversé la rambarde sous la pluie et a basculé dans l'eau en contrebas. Vous êtes descendu pour la rejoindre. Vous avez tiré le conducteur à moitié par la fenêtre brisée avant que les secours n'arrivent. Vous êtes parti avant que quiconque puisse prendre votre nom. Est-ce que vous vous souvenez maintenant? Et je m'en souvenais. Je me souvenais de l'eau glacée, du verre brisé, de mes genoux glissant sur le béton mouillé, et d'un homme qui saignait sur le col d'un manteau coûteux pendant que je lui hurlais de rester éveillé. J'avais 22 ans, je rentrais d'un double service et j'étais trop jeune pour réaliser que les gens dans les voitures de luxe ne meurent généralement pas de façon anonyme. Je l'avais sauvé parce qu'il était là. Puis j'étais partie parce que je n'avais aucune idée de qui il était et aucune raison de penser que ma vie croiserait à nouveau la sienne. Marguerite a dû voir la reconnaissance sur mon visage car sa voix s'est un peu adoucie. Monsieur de Montfort se meurt, a-t-elle dit. Il est très malade et il n'a appris votre identité que récemment. Il a demandé à vous voir spécifiquement. Puis elle a jeté un coup d'œil vers le siège arrière et a vu Chloé, rouge de fièvre et à peine consciente sous mon manteau. Son expression a changé. Est-ce votre fille? J'ai acquiescé. Marguerite n'a pas perdu une seconde de plus. Monsieur de Montfort dispose d'une suite médicale privée et d'un médecin sur place. Si vous me suivez maintenant, votre fille pourra être soignée avant que nous ne discutions de quoi que ce soit d'autre. Chaque instinct me disait de ne pas faire confiance aux miracles qui arrivaient dans des voitures de luxe. Chaque instinct maternel me disait que Chloé n'avait pas une autre nuit pour que ma fierté se décide. J'ai donc suivi la Rolls-Royce à travers la pluie, le long de routes sombres et sinueuses que je reconnaissais à peine, jusqu'à une propriété fermée sur une colline surplombant la ville. La maison n'était pas Tapa-Alexandre-Avleuil. C'était pire. C'était ce genre de richesse tranquille qui n'a jamais besoin de s'annoncer. Pierre, verre, cèdre, lumière chaude, silence parfait. Avant même que je ne sois totalement garé, un médecin et 2 infirmières étaient déjà à ma portière arrière. Ils ont sorti Chloé du SUV avec une rapidité professionnelle tandis qu'un médecin aux cheveux blancs se présentait comme le docteur Samuel et écoutait sa poitrine la même, sous l'allée couverte.
Pneumonie sévère, a-t-il dit. Elle a besoin d'oxygène et d'antibiotiques par intraveineuse immédiatement. Ils l'ont transportée dans la maison et dans une aile médicale privée si efficace que l'hôpital ressemblait à un théâtre de pacotille à côté. Personne ne m'a demandé de carte. Personne n'a fait glisser de formulaire sous une vitre. Ils ont simplement soigné mon enfant. Je me tenais près du lit de Chloé dans mes vêtements mouillés et je regardais le taux d'oxygène sur le moniteur grimper. 90, 92, 95, jusqu'à ce que je doive m'agripper à la barrière car le soulagement m'a frappé si fort que mes jambes ne semblaient plus m'appartenir. Marguerite a alors touché mon bras et a dit « Monsieur de Montfort est réveillé. Il aimerait vous remercier lui-même. » J'ai regardé à travers la vitre ma fille qui dormait sous des couvertures blanches et propres, les couleurs revenant lentement sur son visage. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis éloignée de son lit sans avoir l'impression que le monde me punirait pour cela. La chambre de Théodore de Montfort ressemblait moins à une chambre qu'à un centre de commandement dont quelqu'un aurait adouci les angles parce que la mort était proche. Il y avait des moniteurs médicaux près du lit, mais aussi des étagères remplies de maquettes de navires, des cartes de route maritime encadrées, des registres en cuir, et un mur géant de fenêtres qui donnait sur les lumières noires et lointaines de la ville. Il était plus mince que n'aurait dû l'être un homme avec une voix comme la sienne. Le cancer l'avait creusé, mais il ne l'avait pas affaibli dans son regard. Il était alerte, pâle et étrangement amusé en me voyant, comme s'il avait passé beaucoup de temps à imaginer la fin d'une histoire et qu'il était soulagé de découvrir qu'elle en avait enfin une. Il m'a demandé de m'asseoir. Sa voix était rauque mais directe. « Je me souviens de l'eau, a-t-il dit. Je me souviens de votre main frappant la vitre et de votre visage qui semblait furieux que je rende votre nuit plus difficile. » Cela m'a arraché un rire, ce qui semblait presque déplacé après les mois que je venais de traverser. Il a raconté qu'après l'accident, il avait engagé des gens pour retrouver la jeune femme qu'il avait sauvée. Ils n'y sont jamais parvenus. Vous vous étiez volatilisé. Il a dit, vous avez fait une chose formidable et vous avez ensuite disparu dans une vie ordinaire, ce qui vous a rendu presque impossible à traquer dans un monde rempli de gens désespérés d'être remarqués. Il y a quelques mois, l'un de mes avocats a repéré votre nom dans un dossier commercial. J'ai commencé à lire. Plus je lisais, moins je croyais que votre effondrement était accidentel. Je n'ai pas dit grand-chose. J'étais fatiguée, méfiante, reconnaissante, honteuse, tout cela à la fois. Théodore semblait le comprendre et il n'a pas insisté. Il a d'abord pris des nouvelles de Chloé, et quand je lui ai dit qu'elle se stabilisait, il a fermé les yeux avec un soulagement visible. Puis il m'a interrogé sur écologie. Je lui ai raconté la version courte. Les factures qui ne correspondaient pas. La pression de ma sœur. Le silence de ma mère. Les contestations de paiement. Les fonds gelés. La campagne de dénigrement. La partie que je ne lui ai pas dite directement, bien que je soupçonne qu'il le savait déjà, était que ma famille ne s'était pas contentée de se retirer quand j'avais besoin d'eux. Ils m'avaient écrasé les mains pendant que je luttais pour ne pas me noyer. Théodore a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a dit, il y a un vieux mythe selon lequel les familles puissantes survivent parce qu'elles sont loyales. Elles survivent parce qu'elles savent quand sacrifier l'un des leurs pour garder la table propre. Je connais ce genre de personne. Il a alors regardé vers les fenêtres comme un homme qui mesure ses actes plutôt que la distance. J'ai bâti mon fort logistique à partir de 3 camions et d'un quai de chargement loué. Aujourd'hui, elle transporte des marchandises dans toute l'Europe. Les gens pensent que les empires se construisent sur la vision. Ils se construisent sur l'appétit. Le mien inclus. J'ai fait des erreurs, Camille. Mais je n'ai jamais confondu l'appétit avec la vertu. Il a demandé à Marguerite d'apporter un dossier. Il était mince. Rien de spectaculaire. Juste assez pour être alarmant. Il m'a dit qu'il avait demandé à des gens de se pencher discrètement sur ce qui entourait écologie après avoir reconnu mon nom. Plus il cherchait, plus une entité revenait souvent en bordure de contrats de fournisseurs douteux, de campagnes de pression sur les donateurs et de factures de conseils bidons. La fondation de la famille Bernard. Mon estomac s'est noué. Je lui ai demandé s'il en était sûr.
Il a dit les mots avec précaution. De la manière dont on parle quand la vérité fera plus de mal si on la précipite. Je suis assez sûr pour vous dire de ne plus faire confiance aux coïncidences. Théodore est mort 4 jours plus tard, juste avant le lever du soleil. Je lui avais fait la lecture la veille au soir à partir de l'un de ses propres mémoires de transport car il disait qu'entendre parler de logistique à haute voix l'apaisait plus que n'importe quelle prière. Chloé respirait normalement à ce moment-là, assise dans son lit, dessinant de petites grues et des bateaux pour les infirmières. Sa mort n'aurait pas dû me toucher de cette façon. Je le connaissais depuis moins d'une semaine, mais le chagrin ne mesure pas toujours le temps. Parfois, il mesure la reconnaissance. Il était la première personne puissante depuis des mois qui me regardait sans voir un exemple à ne pas suivre, une gêne ou une femme à un mauvais trimestre d'être jetable. Il m'avait vu clairement, et puis il était parti. 2 jours après les funérailles, Marguerite nous a conduites, Chloé et moi, en ville pour la lecture du testament. Les bureaux d'avocats étaient situés en haut d'une tour d'acier et de verre surplombant la scène. La salle de conférence était austère et silencieuse. L'avocat de Théodore, maître Marchand, était le genre d'homme qui avait probablement bâti des vies entières par tranche de 6 minutes. Il n'a pas gaspillé ses paroles. Après plusieurs legs mineurs au personnel, à des œuvres caritatives et à d'anciens collègues, il a croisé les mains et m'a regardé directement. À Camille Bernard, a-t-il dit, la femme qui a autrefois sorti Théodore de Montfort d'une eau glacée et qui, selon ses mots, se souvient encore de la différence entre être testé et être acheté. Théodore laisse la participation majoritaire de 68% dans Montfort Logistique, le domaine de Montfort, la majorité de son portefeuille de liquidités privées, et la pleine autorité sur ses directives de restructuration caritative. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal compris ma propre langue. Je me souviens m'être tourné vers Marguerite parce qu'elle était la seule personne dans la pièce dont le visage était encore humain. Elle m'a adressé un léger signe de tête. Maître Marchand m'a ensuite remis un second pli scellé que Théodore avait laissé avec des instructions explicites. Je l'ai ouvert dans la voiture sur le chemin du retour car mes mains ne s'arrêteraient pas de trembler avant que je le fasse. À l'intérieur se trouvait une lettre et un dossier d'enquête reliés. La lettre de Théodore était courte, ce qui la rendait encore plus poignante. Il disait qu'il ne me laissait pas une récompense. Il me laissait un fardeau qu'il croyait que je saurais porter avec honnêteté. Il écrivait que le dossier contenait des preuves que Éléonore Bernard et Bérénice Bernard Croix utilisaient la fondation familiale depuis des années comme canal de blanchiment pour des dépenses personnelles, des frais de conseil frauduleux, des transferts illégaux et des tactiques de pression contre les entreprises qui refusaient de coopérer avec elles. Il écrivait que lorsqu'Écologie avait refusé de faire passer ses contrats par leur réseau préféré, et quand j'avais commencé à poser des questions, elles ne s'étaient pas contentées de m'abandonner. Elles avaient aidé à me détruire. J'étais assise à l'arrière avec cette lettre à la main pendant que la ville défilait floue par la fenêtre et que Chloé dormait contre mon épaule, en bonne santé pour la première fois depuis des jours. L'héritage était accablant. L'argent était irréel. Mais c'était le dossier qui changeait l'air autour de moi. Ma mère et ma sœur n'avaient pas seulement choisi leur réputation plutôt que moi. Elles avaient choisi la fraude, la cruauté et la stratégie. Elles avaient fait de moi le prix à payer pour garder leur machine silencieuse. Au moment où nous avons atteint le domaine, j'avais compris une chose avec une clarté absolue. On ne m'avait pas sauvée. On m'avait remis une arme. Et Théodore de Montfort, même dans la mort, m'avait fait confiance pour décider si la justice et la miséricorde pouvaient encore cohabiter dans la même pièce. 2 semaines et demie plus tard, le gala de charité le plus mondain de Paris s'est emparé de la salle de bal d'un grand palace. Tout n'était que verre en cristal et compassion de façade. La fondation de la famille Bernard parrainait cet événement depuis des années. Ma mère adorait cette salle parce que tout le monde à l'intérieur comprenait le prix à payer pour faire semblant d'être décent. J'ai failli ne pas y aller. Puis j'ai réalisé que ne pas y aller serait encore une forme de peur, et j'en avais fini de laisser ma vie être organisée autour du confort des autres. Alors j'y suis allée. Les stylistes de Montfort m'avaient trouvé une robe noire qui m'allait comme une certitude. Chloé portait une robe bleu marine avec de petites fleurs argentées à l'ourlet et des chaussures vernies qu'elle ne cessait d'admirer. Marguerite nous a accompagnés jusqu'à l'entrée,
puis m'a serré la main une fois en disant, « Quoi qu'il arrive là-dedans, souviens-toi de qui a dû ramper et de qui a dû attendre l'ascenseur. » Cela m'a fait sourire au moment où j'en avais le plus besoin. Le silence s'est fait dans la salle de bal de cette façon subtile propre aux lieux luxueux, où le silence est principalement composé de gens qui font semblant de ne pas regarder. Je suis entrée avec la petite main de Chloé dans la mienne, et elles étaient là. Ma mère près du mur des donateurs en soie ivoire, ma sœur à ses côtés en rouge, une main posée sur la tige d'une coupe de champagne comme si la gravité elle-même lui devait le respect. Elles m'ont vue en même temps, et pendant 5 secondes complètes, aucune des deux n'a bougé. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5. Le visage de ma mère s'est vidé de son sang en premier. L'expression de Bérénice était plus étrange. Ce n'était pas de l'effroi. C'était de l'insulte, comme si mon retour même était une impolitesse. Puis l'éducation a repris le dessus. Ma mère a souri. Ma sœur a souri. Elles ont traversé la pièce vers nous, arborant une chaleur factice comme un bijou de location. Camille, a dit ma mère avec cette note de voix qu'elle utilisait en public quand elle voulait avoir l'air maternel sans s'engager dans rien de réel. Chloé, ma chérie, regarde-toi. Bérénice s'est accroupie comme si elle avait pensé à ma fille chaque jour au lieu de nous laisser dormir dans une voiture. Elle a dit, tu as tellement grandi. J'ai dû empêcher Chloé de se rapprocher instinctivement de moi. Les enfants se souviennent du froid mieux que les adultes ne le pensent. Ma mère a pris mon coude doucement, comme si nous étions 2 femmes se retrouvant après un malentendu sans importance. Camille, nous devrions parler en privé. Il y a manifestement eu une terrible série de malentendus. Malentendus. J'ai répété ce mot parce que certains termes méritent le manque de respect d'être renvoyés à l'envoyeur. Bérénice s'est penchée et a baissé la voix. Nous sommes au courant pour Théodore de Montfort. Tout le monde l'est maintenant. C'est très soudain, et maman et moi voulons simplement nous assurer que tu es protégé contre le genre de personnes qui voudront t'utiliser. J'ai presque admiré la rapidité avec laquelle elle s'était repositionnée de bourreau à conseillère. Ma mère a ajouté que la famille devait régler les affaires familiales discrètement et avec dignité. Elle a dit que Chloé ne devait pas être traînée dans l'instabilité. Elle a dit que si j'avais besoin d'aide pour gérer mes nouvelles responsabilités, nous pourrions reconstruire la confiance et conclure des arrangements raisonnables. Des arrangements raisonnables. C'était la phrase clé. Ce qu'elle voulait dire, c'était « signe quelque chose, partage quelque chose, donne-nous-en assez pour que nous puissions nous sentir à nouveau en sécurité. » J'ai regardé autour de la salle de bal. La moitié de la haute société parisienne prétendait ne pas écouter. Une élue locale s'était figée près de la vitrine des enchères. 2 hommes d'une société d'investissement nous observaient ouvertement au-dessus de leur verre. Ils savaient tous que quelque chose n'allait pas. Ils n'en connaissaient juste pas encore la forme. Ma mère a tendu la main vers Chloé, pensant peut-être que le chemin le plus sûr vers ma vie passait par la seule partie vulnérable encore visible. Chloé a retiré sa main avant même que je n'aie à dire un mot. Je m'en souviendrai toute ma vie. La fausse chaleur sur le visage de ma mère a vacillé. Bérénice a été la première à se reprendre et a souri plus fort. Camille, a-t-elle dit entre ses dents, nous t'offrons une chance de t'en sortir avec grâce. J'ai répondu, non, vous offrez l'accès à mon compte. Il y a une différence. Elle s'est redressée. La voix de ma mère s'est refroidie de moitié. Fais attention, Camille. L'argent frais disparaît plus vite que les vieux problèmes. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais les mois passés dans le SUV, l'hôpital, la façon dont Chloé toussait sous 2 couvertures humides, tout cela est remonté en moi d'un coup. Alors j'ai dit la seule chose que je savais capable de transpercer chaque auditeur dans cette pièce. C'est intéressant. J'ai dit qu'aucune de vous 2 ne s'est souvenu que nous étions une famille quand ma fille avait une pneumonie à l'arrière d'une voiture. Le silence qui a suivi n'était pas subtil. Il était physique. Le visage de ma mère s'est figé. Bérénice a jeté un regard furtif autour d'elle pour voir qui avait entendu. La réponse était presque tout le monde. Un donateur près de la scène a fixé son verre comme s'il était devenu soudainement fascinant. Quelqu'un au bar lointain a murmuré « Mon Dieu !» C'était le moment où le pouvoir a basculé.
Pas totalement. Pas encore. Mais assez pour qu'elle le sente. Ma mère s'est ressaisie et m'a dit que cette conversation n'était pas terminée. Bérénice a sifflé que je faisais une erreur. Je me suis penchée à la hauteur de Chloé et lui ai demandé si elle voulait un dessert au buffet des pâtisseries. Elle a acquiescé immédiatement. Puis j'ai regardé ma famille et j'ai dit, cette conversation a pris fin quand vous avez choisi un communiqué de presse plutôt que votre propre petite fille. Profitez bien du gala. Chloé et moi nous sommes éloignés, les laissant là au centre de la pièce avec leur sourire enfin brisé. Plus tard cette nuit-là, après que nous soyons rentrés et que Chloé dormait sous une épaisse couette blanche dans une chambre plus grande que notre ancien motel, elle m'a posé une question calme. Pourquoi grand-mère faisait semblant d'être gentille si elle ne nous aime pas? Je me suis assise sur le bord de son lit et je lui ai dit la vérité la plus douce possible. Certaines personnes n'aiment pas. Elles négocient. Chloé a réfléchi une seconde et a dit, je ne veux pas être comme ça. J'ai embrassé son front et je lui ai dit que c'était la plus belle promesse que l'une de nous deux puisse faire. Elles ont agi plus vite après le gala parce que l'humiliation est un carburant pour des gens comme ma mère et ma sœur. En moins de 48 heures, un petit article a paru en ligne insinuant que j'avais manipulé un homme mourant pendant ces derniers jours. Bérénice l'a repartagé avec un commentaire sur l'importance de la vigilance face à la fraude émotionnelle. Une semaine plus tard, les avocats de ma mère déposaient une requête pour demander un droit de visite pour Chloé, se fondant sur ce qu'ils appelaient une inquiétude concernant mon instabilité soudaine. Mon récent sans-abrisme et mon exposition à une influence indue après un effondrement financier traumatique. Ils n'essayaient pas d'obtenir la garde. Ils essayaient de m'effrayer, de me rappeler que même maintenant, avec tout ce que Théodore m'avait laissé, ils croyaient encore pouvoir entrer dans ma vie et la secouer jusqu'à ce que j'en laisse tomber quelque chose de précieux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais cessé de réagir comme la fille qu'ils avaient élevée. J'avais commencé à réagir comme la femme qui leur avait survécu. Pendant qu'ils alimentaient les rumeurs auprès des blogueurs et menaçaient de poursuites judiciaires, Maître Marchand avait déjà engagé un expert comptable judiciaire. Le dossier de Théodore avait été suffisant pour ouvrir des portes, mais pas assez à lui seul pour clore une affaire. Victor Lannes, l'expert comptable, s'est déplacé à travers les grands livres et les sociétés écrans comme un chirurgien. Il a trouvé de l'argent provenant de la fondation de la famille Bernard acheminé par des cabinets de conseil qui n'existaient que sur le papier, puis réinjecté dans une société holding immobilière liée au mari de Bérénice. Il a trouvé des fonds destinés à des œuvres caritatives utilisées pour rénover une propriété de vacances dans les Alpes. Il a trouvé des factures pour des actions de développement durable qui correspondaient presque parfaitement à la campagne de pression qui avait tué Écologie. Le plus cruel était la mesquinerie de certains actes. Il n'avait pas seulement détruit mon entreprise pour protéger un grand empire. Il l'avait fait pour garder intacts plusieurs petits mensonges rentables. J'ai laissé la machine judiciaire avancer discrètement pendant que j'acceptais de les rencontrer. Ma mère a demandé une conversation privée au bureau du centre-ville de la famille, le même endroit où j'avais l'habitude d'attendre après l'école pendant qu'elle terminait ses conseils d'administration. J'ai dit à Maître Marchand que j'irais, mais seulement s'il faisait en sorte que la pièce soit légalement surveillée depuis la salle de conférence adjacente. Il l'a fait. Bérénice est arrivée la première, nerveuse et furieuse dans un tailleur en laine crème, faisant les 100 pas avant même que ma mère n'entre. Éléonore est entrée la seconde, composée comme toujours, comme si la civilité elle-même avait été inventée pour déguiser les menaces. Il n'y a pas eu d'embrassade cette fois, pas de comédie. Ma mère a commencé avec le scénario habituel. Elle a dit que la presse devenait agressive et que Chloé méritait la paix. Elle a dit que la famille pouvait mettre en place une fiducie privée pour moi si je coopérais et évitais tout conflit public inutile. J'ai demandé ce que signifiait coopérer. Bérénice a répondu avant que ma mère ne puisse le faire. Elle a dit, arrête de prétendre que tu as mérité quoi que ce soit de tout cela. C'est d'une part de contrôle dans mon fort logistique à un véhicule de gestion externe que nous approuvons. Ferme tout ce que tes avocats sont en train de fouiller et fais une déclaration disant que les malentendus familiaux ont été causés par le stress. Elle a prononcé malentendu comme d'autres disent extermination de nuisibles.
J'ai demandé si c'était le même genre de malentendu qui avait envoyé des contestations de paiement sur les comptes de mon entreprise et des appels menaçants à mes investisseurs. Ma sœur s'est figée, puis a ri. Ce n'était pas un son agréable. Camille, a-t-elle dit, écologie n'allait jamais survivre. Tu étais trop sentimentale pour passer à l'échelle supérieure. Tout ce que nous avons fait, c'est accélérer ce qui était déjà inévitable. Ma mère est intervenue pour lui dire de ne pas être imprudente, mais le mal était fait. Je me suis penchée en arrière et j'ai demandé s'il s'agissait aussi d'un malentendu quand elle nous avait laissés, Chloé et moi, à la porte de la maison familiale. Le visage de ma mère est resté illisible. Elle a dit, quand un enfant devient un risque pour les autres, une mère a le devoir de protéger la structure qui nourrit tout le monde. C'était là. Pas de déni, pas même d'excuses, juste une philosophie froide, complète, et prononcée sur le même ton que d'autres femmes utilisent pour discuter de la disposition des couverts. Bérénice s'est alors penchée en avant et a abattu la dernière carte qu'elle pensait avoir. Elle a dit que si je forçais ce combat, de vieux rapports sur ma période sans abri feraient surface devant le tribunal, et que chaque jour affreux que Chloé avait passé dans ce SUV deviendrait une arme. Elle a dit que les juges se souciaient de la stabilité, pas des sentiments. Elle a dit que je devrais peut-être réfléchir à savoir si je voulais que ma fille soit interrogée par des enquêteurs des services sociaux. J'aimerais pouvoir dire que je suis restée calme par noblesse. La vérité est que je suis restée calme parce que la colère était enfin devenue coûteuse et que la précision était devenue utile. J'ai donc regardé ma sœur et j'ai dit, « Tu penses vraiment que je suis encore la femme qui est venue ici pour demander grâce ?» Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux l'ont fait pour elle. La réunion s'est terminée avec ma mère me disant que les familles survivent en serrant les rangs. Je lui ai répondu que certaines familles survivent en dévorant les leurs. Quand je suis sortie, Maître Marchand m'attendait dans la pièce voisine avec Victor et un substitut du procureur de la brigade financière. Chaque mot avait été capturé, chaque menace, chaque aveu. La requête pour le droit de visite a été retirée 3 jours plus tard, probablement parce que leurs avocats avaient soudainement compris qu'ils avaient des incendies plus graves à éteindre. Puis la première citation à comparaître est tombée, puis la seconde, puis une enquête criminelle a demandé les registres. Le conseil d'administration de la Fondation Bernard a tenu une réunion d'urgence et 2 membres ont démissionné avant le coucher du soleil. Bérénice m'a appelé 17 fois en une seule journée et a laissé 3 messages vocaux qui passaient de la fureur à l'effroi puis à la méchanceté. Ma mère n'a jamais appelé. Elle a envoyé un seul SMS qui disait simplement « Tu confonds la vengeance avec la justice ». Je l'ai fixé pendant un long moment avant de répondre. Non, j'ai appris la différence grâce à toi. Le vendredi suivant, des agents sont arrivés au bureau de la Fondation juste après 9 heures du matin. À midi, les médias locaux rapportaient une enquête financière active sur le détournement de fonds caritatifs et le blanchiment. Le soir, une photographie de Bérénice quittant le bâtiment avec des lunettes de soleil sombre et un blazer jeté sur les épaules faisait le tour de Paris. La ville adore les femmes riches en détresse presque autant qu'elle aime les voir démasquées. Mais même alors, il ne me suffisait pas qu'elles aient peur. Je voulais qu'elles comprennent la perte de la manière dont elles me l'avaient imposée. Pas la pauvreté, pas la cruauté, mais la conséquence. Les arrestations ont eu lieu par un lundi gris qui sentait le bitume mouillé et l'expresso. J'étais dans la salle du conseil de Montfort Logistique en train de réviser une refonte de la conformité du transport quand le téléphone de Maître Marchand a vibré. Il a regardé l'écran, puis moi, et tout ce qu'il a dit fut, ça a commencé. Ma mère a été emmenée de son hôtel particulier dès l'aube. Bérénice a été arrêtée devant son bureau de courtage alors que 2 jeunes agents préparaient de l'eau en bouteille pour une présentation de propriété de luxe. Selon l'acte d'accusation, elles étaient inculpées de fraude électronique, évasion fiscale, blanchiment d'argent, obstruction et conspiration. Le chiffre qui a fait les gros titres était 14,2 millions car les gens comprennent mieux la cupidité quand elle est accompagnée de chiffres. Le détail qui comptait le plus pour moi était enterré plus bas dans l'article. Une partie de la piste financière recoupait la destruction ciblée d'écologie par le biais de frais de conseil frauduleux et de pression coercitive sur les fournisseurs et les prêteurs. En d'autres termes, elle n'avait pas seulement volé des inconnus,
elles avaient utilisé le vol pour aiguiser le couteau qu'elles m'avaient planté dans le dos. L'affaire a avancé rapidement car les dossiers d'argent avancent vite quand la paperasse est solide et que les accusés sont assez arrogants pour croire que supprimer des courriels suffit comme stratégie. L'audit de Victor Lann a été dévastateur. Les anciens employés de la fondation ont parlé les uns après les autres. Le mari de Bérénice s'est sauvé en coopérant très tôt, ce qu'elle a sûrement pris comme l'insulte finale. Lors de l'audience préliminaire, ma mère portait du bleu marine et des perles, essayant d'incarner la retenue bourgeoise. Ma sœur paraissait plus jeune sans maquillage et plus méchante sans public. Elles se sont toutes deux retournées quand je suis entrée. Aucune ne s'attendait à ce que je sois là avec Chloé. Je ne l'ai pas emmenée dans la salle d'audience, bien sûr. Marguerite l'attendait à l'extérieur dans un salon privé avec des livres de coloriage et des collations. Mais je voulais qu'elle sache que je n'avais plus à choisir entre dire la vérité et protéger ma fille. Je pouvais faire les deux. Quand j'ai témoigné, je n'ai pas fait de mise en scène. Je n'ai pas pleuré. J'ai expliqué le calendrier de l'entreprise, la pression sur les donateurs, les comptes gelés, les factures fictives, les déclarations qu'elles avaient faites dans ce bureau surveillé. J'ai décrit la nuit où Chloé était tombée malade à l'arrière du SUV, non pas parce que j'avais besoin de pitié, mais parce que le préjudice doit être mesuré là où il retombe. Ma mère m'a observé tout le long avec une expression que je ne peux toujours pas nommer. Ce n'était pas du remords. C'était le choc que j'ai cessé de m'organiser selon son bon vouloir. Bérénice a paru furieuse jusqu'à ce que l'accusation ne diffuse l'enregistrement. Alors elle a pâli. Entendre sa propre voix expliquer la destruction de quelqu'un d'autre a le don de dépouiller une personne de son glamour. Les condamnations sont tombées 6 semaines plus tard. Coupable sur les chefs d'accusation majeurs. Des millions de restitutions. Avoir gelé. La fondation de la famille Bernard a été dissoute sous supervision judiciaire. Bérénice a perdu sa licence professionnelle avant même que la sentence ne soit totalement traitée par le Conseil de l'ordre. La juge, une femme assez âgée pour ne pas être impressionnée par le pédigré, a déclaré depuis le banc que la charité utilisée comme camouflage pour la cupidité reste de la cupidité, et que les liens du sang utilisés comme levier restent de la maltraitance. Ma mère a écopé de 7 ans de prison ferme. Bérénice a également pris 7 ans, plus des pénalités additionnelles liées à des divulgations frauduleuses. Leur hôtel particulier a été vendu. La maison des Alpes a été vendue. Le nom de la famille a été retiré des murs des donateurs dans toute la ville avec une rapidité étonnante. La haute société ne pardonne pas le scandale. Elle l'étudie simplement pour en apprendre la technique. Des journalistes m'ont crié des questions sur les marches du tribunal. Est-ce que je me sentais vengée? Est-ce que je me sentais coupable? Est-ce que je pensais que la prison était trop dure pour la famille? Je leur ai dit la vérité. J'ai dit que ce n'était pas moi qui avais envoyé ma mère et ma sœur en prison. Ce sont leurs choix qui l'ont fait. J'étais juste la première personne de cette famille à avoir cessé de maquiller le langage autour de ce qu'elles avaient fait. Puis je me suis éloignée des micros parce que certaines fins ne gagnent rien à être répétées. Chloé attendait sous un parapluie noir avec Marguerite, arborant cette expression sérieuse qu'elle prend quand elle sent que les adultes font semblant que tout est simple alors que ce n'est pas le cas. Elle a demandé si c'était fini. Je me suis mise à sa hauteur pour que nos yeux se croisent et je lui ai dit ce que les enfants méritent d'entendre en langage clair. J'ai dit, la partie des mensonges est terminée. La partie de la reconstruction commence maintenant. Elle a réfléchi, puis a glissé sa main dans la mienne et a dit, tant mieux. J'aime mieux la partie où on reconstruit. Moi aussi. Dans les mois qui ont suivi, je ne suis pas devenue une sainte, et je ne suis pas devenue le genre de milliardaire que les magazines aiment photographier à côté d'escaliers en verre et de mots comme résilience. Je suis devenue occupée. Mon fort logistique avait besoin d'une véritable politique d'éthique, de transparence des fournisseurs, d'audit du travail et d'une équipe de conformité avec de vraies dents. J'ai financé un programme d'urgence pédiatrique à Paris pour les familles refusées ou piégées entre le soin et l'argent parce qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à entendre le mot à compte en tenant un enfant fiévreux.
J'ai aussi relancé discrètement une version plus modeste de ce qu'Écologie avait été, non pas comme une marque de vanité, mais comme une ligne au sein de la division logistique de Montfort, axée sur l'approvisionnement honnête et les contrats ouverts. Chloé a eu sa chambre violette, tout comme celle qu'elle dessinait sur du papier de bibliothèque et scotchait au plafond de notre SUV. Certaines nuits, elle me demande encore si je me souviens du vaisseau spatial. Je lui réponds que oui, car oublier serait une autre forme de trahison. La chose la plus étrange à propos de la vengeance, c'est que les gens pensent que ce n'est que du feu. Parfois, la partie la plus satisfaisante est le calme après la sortie de l'école, les courses au supermarché, le son de votre enfant qui dort dans une chambre chaude pendant que les gens qui vous ont appris la peur ne contrôlent plus la température de votre vie. S'il y a une leçon dans ce qui m'est arrivé, ce n'est pas que l'argent sauve les gens. Ce n'est pas le cas. L'argent change le décor. La vérité change la structure. Une autre leçon est que la famille n'est pas définie par celui qui partage votre nom. Elle est définie par celui qui est encore là quand vous aimez devient un inconvénient. Et peut-être que la leçon la plus importante de toutes est celle-ci. Le silence peut sembler noble quand on essaie de garder la paix. Mais quand le silence protège la cruauté, il cesse d'être de la gentillesse et devient une permission. Je l'ai appris trop tard pour sauver la vie que j'avais, mais pas trop tard pour en construire une meilleure pour ma fille. Aujourd'hui, Chloé a un lit sûr, un manteau chaud et une mère qui ne confond plus l'endurance avec la reddition. C'est le seul héritage que je tiens vraiment à lui transmettre. Cette histoire nous rappelle que la réussite ne se mesure pas seulement au chiffre d'affaires ou au prestige d'un nom de famille, mais à la capacité de rester intègre quand tout s'effondre. Le parcours de Camille montre que même dans les moments les plus sombres, lorsqu'on est trahi par ceux qui devraient nous protéger, la vérité finit toujours par trouver son chemin, surtout quand on a le courage de ne plus se taire. C'est une réflexion profonde sur la résilience et sur la redéfinition de ce qu'est réellement une famille. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre qui mérite vraiment de faire partie de notre vie et pour réaliser que notre propre force est notre plus grand atout. Que pensez-vous du choix de Camille à la fin ? Auriez-vous été capable de témoigner contre votre propre famille si elle avait agi de la sorte, ou pensez-vous que le lien du sang devrait passer avant la justice ? Partagez vos